se retrouve pour la deuxième vidéo de cette formation, vidéo dans laquelle on va essayer premièrement de voir les préliminaires quand il s'agit de créer un véritable projet pour ce qui est de PHP. En effet, les objectifs de cette vidéo, où se positionne notre projet pour ce qui est de travail avec PHP, la composition de ce projet là, et on va essayer d'explorer WAM Server, son côté compilateur et son côté LGBD à travers PHP MyAdmin. Donc par la suite, on va essayer de créer notre premier fichier en extension .php qui va permettre de faire la liaison avec les autres pages de notre réseau social de Mote. Donc dans ce fichier, donc, on va essayer de le mettre quelques contenus, donc contenu d'un formulaire en HTML. Donc avant d'arriver à cette étape-ci, on va essayer d'abord de contrôler l'ensemble des données qui sont ancrées dans les champs, les formulaires, et on va essayer de l'enregistrer dans la base de données. Une fois fait, je vais vous montrer un moyen de protéger vos informations ou vos plateformes à partir d'une petite fonction que je vais créer à partir d'un fichier qui va permettre de sécuriser un peu nos champs d'entrée. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo. Donc sur ce, c'est parti. Donc voilà, revenu de la transition, ce qu'on va essayer de faire donc maintenant, c'est essayer de connaître où se positionnent les projets lorsqu'on veut travailler en PHP. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'expliquer l'ensemble des outils dont on aurait besoin. Donc dans cette vidéo, j'espère que vous êtes déjà prêts, vous avez déjà l'outil nécessaire. Donc pour votre information, nous on va utiliser WAM Server dans cette vidéo. Donc vous pouvez aussi utiliser les autres, mais je ne vais pas vous montrer comment ça se passe, mais avec WAM Server, ça va aller un peu plus rapidement. Donc pour ce faire, donc, on va ouvrir notre disque dans lequel se trouve notre système. Voilà. Donc par exemple ici c'est le C. Donc par défaut WAM Server est installé dans ce disque-ci. Donc ici je prends WAM 6 puisque j'ai plusieurs versions de WAM. Donc à l'intérieur de ce WAM 6 ou ça peut être WAM tout court. Voilà. Ça dépend. Vous pouvez aussi le renommer. Donc ça peut être juste WAM et voilà. Donc à l'intérieur de ce dossier, le plus important ici c'est le document ou le dossier www. C'est ce dossier là dans lequel est positionné l'ensemble des projets qu'on peut réaliser et qui seront lisibles en PHP. Donc voilà déjà l'ensemble des projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc avec la passion des tests. Donc voilà en quelque sorte comment ça se passe de ce côté. Donc pour ce faire, donc on va passer au deuxième objectif de cette vidéo, la composition de notre projet. Avant de composer notre projet, il faut bien qu'on le crée. Réseau social de Mote. Donc voilà, on ouvre notre projet. On est bel et bien dans notre projet. En effet, pour de bonnes raisons, pour des raisons de maintenance, pour des raisons d'organisation ou de propriété, on préfère mieux organiser notre projet par la définition de certains dossiers. Donc premièrement, on aura besoin des fichiers de style. On va les mettre dans un dossier CSS. On aura aussi besoin des fichiers de script. Donc quand je dis fichiers de script, c'est peut-être pour des petites animations JavaScript. Donc à l'intérieur de ce script, on va mettre des fichiers en extension .script. Donc ça va permettre de rendre un peu les choses un peu plus claires. Donc par la suite, on aura aussi besoin des images. Donc constamment, on a besoin des images pour pouvoir rendre notre site ou notre réseau social intéressant. Donc on aura aussi besoin d'un fichier, d'un dossier connexion. Donc, à l'intérieur de ce dossier, on va mettre le module de connexion, ce qui va nous permettre facilement d'accéder à la base de données et tout ça. Donc maintenant ici, juste à cet espace-ci, on va essayer de mettre maintenant notre index.php qui ne sera pas situé dans un dossier. Donc pourquoi? Parce que s'il est situé dans un dossier, ça ne va pas forcément le lire. Donc voilà. Donc pourtant lorsqu'il est ici, c'est plus facile pour WAM Server d'accéder facilement à lui et qui va nous permettre de nous rediriger vers les autres pages. Donc voilà en grosso modo déjà la structure de notre dossier ou de notre projet. Donc une fois cela fait, troisième objectif de cette vidéo, c'est passer à l'exploration de WAM Server et la présentation
phpMyAdmin. Donc ici, j'ai WAM Server, la dernière version. Donc vous pouvez aller sur le site. Dans le précédent, j'ai essayé de montrer ça. Vous cliquez sur oui, voilà, c'est fait. Et lorsque on clique sur oui, plusieurs fenêtres vont s'ouvrir sous forme d'invités de commande. Donc, le plus important ici, c'est de contrôler ceci. Lorsque c'est rouge, ça veut dire que WAM est en cours de démarrage. Lorsque ça passe à orange, ça veut dire que les services sont bel et bien chargés. Lorsque ça passe à vert, ça veut dire que tous les services sont chargés. Donc, à rouge, c'est en train de démarrer. À orange, je pense que les deux services sont installés. Et à vert, c'est OK. Donc, voilà déjà. Lorsque ça va passer au vert, donc chez vous, ça peut prendre un peu plus de temps. Tout dépend des machines, peut-être de la version. Donc, ne vous inquiétez pas. L'essentiel est que ça arrive au vert comme ceci. Donc, une fois c'est fait, vous pouvez faire un clic droit dessus, juste un clic dessus. Voilà. Vous pouvez cliquer sur localhost. Mais là, ça va ouvrir avec le navigateur par défaut. Donc ici, le navigateur par défaut, c'est Internet Explorer. Pour ne pas perdre de temps, je préfère venir ici et vous montrer la meilleure méthode. Donc voilà. Donc sachez que lorsqu'il s'agit de WAM Server, on tape localhost. Localhost va nous permettre de nous connecter immédiatement à WAM Server. WAM Server ne fonctionne pas comme la majorité des logiciels qui ont leur propre fenêtre. On l'ouvre à travers un navigateur. Donc pour ce faire, donc là vous allez voir localhost. Vous tapez sur Entrée, voilà, et ça va aller chercher WAM Server. Donc pour ceux qui utilisent ici PHP, ça peut être 127.0.0.1 lorsque vous avez démarré. Donc voilà, une fois à l'intérieur, c'est déjà un peu plus facile. Donc nous voilà maintenant dans WAM Server. Je vais essayer de vous présenter de manière générale tout ce qu'on peut voir ici. Donc premièrement, on a les versions de MariaDB, de PHP, de MySQL, de Apache. Donc on a la version globale de WAM Server qui est à 3.2.6 et 64 bits. Donc ici on a le langage ici qui est français, donc French. On laisse comme ça. Donc maintenant ici vous avez plusieurs affichages. Vous pouvez choisir un modèle, mais moi je préfère le classique comme la plupart. Donc parce que c'est celui avec lequel on est plus habitué. Il y a le no style, donc vous voyez que ça n'a pas de style. Et vous avez le simple, donc voilà comment s'affiche le simple. Donc nous on préfère le classique la majorité du temps. Donc voilà pour ce qui est de cette première partie. La deuxième partie, c'est en quelque sorte la présentation des extensions prises en charge par WAM Server. Donc pour la plupart du temps, on sera appelé à manipuler des fichiers avec des extensions pas très utilisées couramment. Donc ici, WAM a essayé de lister l'ensemble des extensions qu'il peut charger. Donc voilà. Dans cette troisième partie, juste ici en bas, on a les outils. Donc ici, on a PHPInfo qui va nous permettre d'avoir des informations très intéressantes pour ce qui est, par exemple, du nombre de mégaoctets maximal pour un fichier en téléchargement ou en upload. Donc voilà déjà en quelque sorte pour ceci. Xdebug et tout ça, ça ne sert à rien pour le moment de s'attarder dessus pour Xdebug et PHP 6 Info. Donc le plus important aussi ici, c'est ajouter un virtual host. Donc en fait, dans la plupart des nouvelles versions, des anciennes versions de WAM Server, vous pouvez juste venir ici et cliquer sur le lien. Donc ça, ce sont des virtual hosts en fait. À cette époque-là, on n'appelait pas ça virtual host. Mais aujourd'hui, pour faire de telle sorte que votre projet soit cliquable, il faut que vous créez un virtual host. Donc pour le moment, c'est une notion qu'on n'a pas trop besoin d'utiliser. Donc on va créer abstraction. Donc là, vous voyez vos projets. Donc là, on a l'ensemble des projets que vous avez vu dans le dossier. Juste ici dans le dossier www. Donc pour cela, c'est pas un très grand problème. Donc là, on a vos alias. Admin n'est pas très important. Donc le plus important ici pour le moment, c'est PHPMyAdmin. Donc ici, on a deux versions de PHPMyAdmin. Vous pouvez choisir 4.9.7 comme 5.1.1. Donc moi, je préfère 4.9.7 parce que c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà le virtual host. Le virtual host va nous permettre de faire en sorte qu'on va créer un virtual host par exemple sur application de compte et lorsqu'on va cliquer, ça va nous ouvrir directement. Donc maintenant, pour ce qui est de la découverte de notre LGBD PHPMyAdmin, on va juste cliquer dessus. Donc voilà, ça tourne un peu, ça fait un peu de temps.
Donc voilà, dans cette version-ci, on n'a pas besoin de configurer. Bon, je sais pas, c'est seulement chez moi. Donc ici, vous avez juste qu'à mettre l'utilisateur par défaut root. Donc dans les anciennes versions, vous avez besoin d'aller dans les PHP config pour pouvoir enlever le mot de passe. Mais dans cette version-ci, il n'y a pas de ce problème. Si vous avez des difficultés avec ça et que le vôtre vous demande par exemple le code, je vous invite de l'écrire en commentaire. Je ferai une vidéo détaillée dessus. Donc voilà. Ici, on détermine le choix du serveur. Donc ici, on a MySQL Server. Donc ici, on a MariaDB. Donc on a MySQL tout ça. Donc là, on va cliquer sur exécuter pour pouvoir ouvrir OM Server. Donc ici en haut, c'est juste des langues. Ici, on va laisser en français. Donc on ouvre sur exécuter. Donc voilà. Voilà l'interface de manière globale de PHPMyAdmin. Donc très intéressant déjà. Vous voyez déjà là le langage, le texte en fonction de quelle est votre taille. Vous pouvez mettre 4.4. Bon. Donc voilà en fonction de vos convenances. Sachez que cette première phase ici, ou cette première partie ici, on essaie juste de vous présenter les caractéristiques principales. Donc ici on a serveur, on a PHPMyAdmin, site officiel et tout ça. Donc ici on n'aura rien à foutre de tout ça. D'autant plus que la majorité, on va juste venir cliquer ici, ça va nous donner l'ensemble des bases de données. Donc c'est presque la même chose comme ici. Donc ici par exemple, ça va nous permettre de faire des requêtes sur des bases de données. Donc je vais d'abord laisser ça. On va créer notre première base de données. Donc vous avez deux options, vous pouvez juste venir cliquer ici et ça va ouvrir ici. Donc ici vous pouvez mettre réseau social. Voilà, donc c'est fait et vous pouvez taper sur créer. Et lorsque c'est fait, vous voyez que ça nous a créé une nouvelle base de données qu'on peut retrouver juste ici. Donc voilà de manière simple comment on a déjà pu créer une base de données. Donc ici c'est une structure très simple. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de détailler à quoi sert tout ça. Donc tout à l'heure je vous ai dit SQL va permettre de faire des requêtes sur des bases de données ou sur des tables. Donc voilà. Rechercher va nous permettre par exemple de chercher des mots-clés à l'intérieur de toute notre base de données. Donc ce qui va nous permettre par exemple de sélectionner certains enregistrements. Voilà. Donc requête, c'est pas très utilisé, donc tu fais abstraction. Donc, exporter par exemple, donc je vais prendre l'exemple de cette base de données ici. Exporter va nous permettre de, par exemple, lorsqu'on veut publier notre site web en ligne, on a besoin de la base de données pour pouvoir allier avec le serveur de l'hébergeur. Donc, une fois notre site fait, on exporte la base de données sous forme de fichier en extension .sql qu'on va déposer dans les serveurs de l'hébergeur. En fait, ce truc là. Donc, pour ce faire, donc, pour exporter ça, il suffit juste de cliquer sur exporter et de venir cliquer sur exécuter. Et lorsque c'est fait, un fichier va être téléchargé automatiquement là. Voilà notre base de données téléchargée de manière très simple. Donc déjà c'est très facile et très simple à faire. Donc pour poursuivre, puisqu'on peut exporter, on peut aussi importer. Dans le cas où par exemple vous avez publié votre base de données en ligne et que vous aimeriez par exemple faire des modifications sur certaines tables. Par exemple, vous avez oublié par exemple de mettre le nom dans les champs d'identification par exemple. Donc pour ce faire, donc vous avez publié, vous avez d'abord exporté votre base de données, maintenant vous voulez ensuite la réimporter. Donc là vous mettez sur Choose File. Lorsque vous cliquez sur Choose File, vous n'avez juste qu'à choisir la base de données. Donc ici est téléchargé exercice.sql, vous cliquez juste dessus et vous cliquez sur ouvrir, le tour est joué. Donc mais avant ça, vous devez créer une base de données, une nouvelle base de données avec le même nom que la base de données que vous voulez importer. Sinon ça va pas marcher. Vous venez juste cliquer sur exécuter et le tour est joué. Donc pour opération ici, ça va concerner les nouvelles tables, les tables en fait. Donc ici on peut créer une nouvelle table, ici on peut renommer une nouvelle table, une table tout simplement. Ici on peut supprimer la base de données. Donc ici c'est très important pour ce qui est de la modification, de la mise à jour des informations de la table de la base de données. Donc privilège, j'ai pas l'habitude d'entrer là-dedans. Donc ici maintenant, dans plus, ce qui va nous intéresser, c'est concepteur. Donc c'est ce concepteur là qui va me permettre de, bon, pour ceux qui ont l'habitude de faire l'analyse, voilà, vous voyez que là il y a l'ensemble des tables et tout ça, ça nous permet de lier nos tables en fait entre elles, de créer des liaisons relationnelles entre les différentes tables. Donc en fait c'est ça l'objectif.
vous allez voir la plupart du temps, on parle de clé étrangère, c'est ici, donc on essaie d'établir ces liaisons-là. Donc voilà un ensemble d'options qui vont vous permettre de gérer ça dans une nouvelle liaison. Vous cliquez par exemple sur ceci. Donc en fait, c'est pas l'objectif, on va se traverser, donc je m'éloigne déjà de l'objectif. Donc là on va revenir sur notre réseau social. Donc voilà déjà ainsi détaillé tout le panel qu'on peut voir juste ici. Donc pour ce qui nous concerne dans cette vidéo, on va essayer de créer un système d'inscription. Raison pour laquelle à notre base de données, on va essayer de créer la table inscription qui va contenir l'ensemble des informations de ceux qui se sont inscrits sur notre plateforme. Donc pour ce faire, donc on va taper inscription. Donc, vous voyez déjà c'est fait. On tape sur exécuter. Donc une fois exécuté, voilà. De l'autre côté, j'ai pas pu changer les champs. Donc ici on va augmenter les champs. Par exemple à 25 champs pour que ça nous laisse un grand nombre de champs à remplir. En fait, ces champs, c'est quoi? Par exemple, lorsque vous inscrivez par exemple sur Facebook, vous ancrez votre nom, voilà, votre prénom, voilà. Le champ nom, c'est ce qu'on va mettre au deuxième élément ici. Donc nom, c'est en fait une information que voilà. Par exemple, prénom, c'est une autre information, sexe, c'est une autre information pour être sexe masculin ou féminin, voilà. On va essayer de remplir les autres informations comme par exemple la date de naissance, le mode vestimentaire et plein d'autres informations que vous verrez au fil du temps, donc au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc là, on doit être d'accord sur un point, c'est que lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme en informatique, il y a ce qu'on appelle l'identifiant. C'est ce caractère là ou c'est ce nombre là, c'est ce code là qui va permettre de vous représenter de manière unique. Donc de telle sorte que lorsque on va ancrer par exemple ce caractère, donc si vous êtes par exemple le numéro 1, lorsqu'on ancre le numéro 1, on voit l'ensemble de vos informations grâce à numéro 1. Donc sur toutes les plateformes où vous vous inscrivez, vous avez ce code là qui permet de vous reconnaître de manière unique. Donc il n'y a pas deux utilisateurs qui ont ce même code. Donc voilà, ici on va l'appeler ID. Donc dans ces paramètres, on va mettre le type. Donc pour ce qui est du type, je vais faire un petit détaillé des types. Donc ici on va venir là. Donc pour ce qui est des types, vous allez constater ici il y en a plusieurs. Donc mais on va utiliser le plus souvent ces quatre premiers. Donc int, varchar, text et date. Donc int, c'est en quelque sorte des nombres entiers, integer. Donc vous voyez un nombre entier, voilà, lorsque vous lisez sur l'infobulle, nombre entier, la fourchette des entiers relatifs de moins 2147, donc c'est 2 millions quelque chose. Donc voilà, en quelque sorte déjà le rôle de int. Donc int permet de préciser si une variable est entière en fait. Donc voilà. Donc varchar, ça permet de dire que notre champ va pouvoir contenir des lettres et des chiffres de manière globale. Donc texte, ça va contenir rien que des chiffres, rien que des lettres. Donc si vous mettez par exemple suspect 95 par exemple, vous allez voir que ça va considérer tout en effet comme un texte. Donc de manière générale, vous pouvez utiliser varchar pour éviter ces problèmes là, pour éviter ces problèmes de variables qui ne prennent pas par exemple des symboles, voilà. Donc vous avez un nom par exemple qui s'appelle je sais pas trop, hashtag 2, donc avec un 2 en lettres numériques. C'est mieux de le mettre en varchar que de le mettre en texte. Donc maintenant on a le type date qui va permettre d'enregistrer la date au format anglais qui commence par l'année, par exemple 2020-bar, nous sommes au 7e mois, oui 7e mois, donc 08-21. Donc voilà, donc on part à l'inverse de ceci car il s'agit de dates anglaises. Donc voilà en quelque sorte ainsi détaillé l'ensemble des différents types que nous allons utiliser dans cette formation. Donc pour ce faire, donc on sait que notre identifiant, on va définir notre identifiant ici comme un nombre qui va nous permettre de nous identifier de manière unique dans cette base de données ou dans cette table, voilà. Donc ici on va préciser la valeur. Donc lorsque je dis par exemple que ton code c'est 1, on peut définir la taille de la valeur. Donc la taille de la valeur ici, c'est le nombre de caractères de ton identifiant. Donc si ton identifiant c'est 12, ça fait 2 caractères, donc 1 et 2. Si ton identifiant c'est salut, ça fait S1
A2, L3, U4 et 7 et T5. Donc vous voyez en quelque sorte la valeur, c'est en fonction du nombre de caractères possibles que peut prendre un champ. Donc ici, pour la plupart de mes champs, je vais mettre à 255. Donc, mais vous pouvez décider de choisir et dire que bon voilà, vous voulez que ça soit à 25. Donc si ça traverse 25, la base de données va couper. Donc au-delà de 25, ça va couper. Donc ici, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va juste mettre ça à 255. Donc pour la suite, c'est pas très le plus intéressant ici, c'est index et AI. Donc AI veut dire auto-increment. Donc ici, vous avez on a défini un ID qui va permettre de nous représenter de manière unique dans la base de données. Pour ce faire, donc à chaque fois, on ne sera pas là pour dire que voilà, le premier utilisateur, si on a 1000 utilisateurs qui s'inscrivent à la fois, le premier utilisateur sera 001, le deuxième utilisateur 002, en quelque sorte. Donc pour que ça marche normalement, on va essayer de mettre un système qui va nous permettre d'incrémenter la valeur de l'identifiant. Donc si le premier utilisateur c'est 2, le deuxième sera 3, le troisième sera 4 et ainsi de suite. Donc pour ce faire, donc, vous devez cocher cette case pour pouvoir activer cette option. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi créer un champ de formulaire qui va permettre d'entrer le code de chaque utilisateur. Mais je vous conseille pas de mettre un champ qui va permettre aux utilisateurs d'entrer leur code parce qu'ils peuvent mettre des codes non éligibles. Il est vrai, vous pouvez vérifier, mais c'est pas très prudent. Donc voilà. Ici, on a aussi un deuxième élément important, index. Donc dans index, on va essayer de préciser quelques paramètres. Donc ici, par exemple, quand on va primary, c'est pour dire que notre champ ici, c'est une clé primaire. Donc c'est ça qui permet d'identifier de manière unique notre élément dans la base de données. Donc on va cliquer sur unique et sur primary. Donc pour unique, c'est pour dire que voilà, on a rien qu'un unique élément qui aura cet ID comme ça. Donc c'est presque, en fait c'est pas très important. Le plus important ici c'est primary et unique. Donc je peux faire cliquer sur primary. Donc maintenant, une fois dans primary, je clique sur exécuter. Donc voilà, une fois fait, j'ai défini que ce champ est notre clé primaire. Je définis donc il sera incrémenté obligatoirement. Donc je coche la case. Donc voilà, pour poursuivre, on va aller un peu plus vite. On va mettre la nom. On va définir. Donc le nom peut être suspect 95 comme je l'ai dit. Et on clique là. Donc on met 255. Donc voilà. Ici on met prénom. Donc, le prénom ça peut contenir aussi des lettres et des chiffres. Ici on met sexe. Le sexe par contre ne peut pas contenir, mais bon, on met ça toujours à varchar pour éviter des problèmes. Voilà. Donc ici vous pouvez décider de compter le nombre de caractères entre masculin et féminin et voir le plus grand. Donc si par exemple vous dites que masculin, vous comptez le nombre de caractères M-A-S, voilà, jusqu'à ce que vous trouvez par exemple 12 caractères. Entre masculin et féminin, vous trouvez par exemple que le nombre de caractères maximal c'est 12. Donc vous préférez mettre 12 en fait. Donc mais ici on va mettre 255. Donc pour poursuivre, donc ici on va mettre email. Très important, c'est celui-ci qui va nous permettre de nous loguer à chaque fois. Donc et par la suite on va aussi mettre mot de veste. Mot de veste en fait ici c'est mot de vestimentaire. S'habille-t-il de manière urbaine, s'habille-t-il de manière responsable. Donc voilà. Par la suite on va mettre statut. Donc s'inscrit-il sur la plateforme en tant qu'un élève, en tant qu'un étudiant, en tant qu'un styliste, en tant qu'un graphiste. Voilà, toutes ces informations là qu'on aura besoin. Donc ici on va mettre sécurité, donc sans accent. Pourquoi? Parce que c'est ce champ-ci qui va nous permettre en quelque sorte de dire si notre utilisateur peut accéder à son compte. Donc sécurité va nous permettre de vérifier à chaque fois si le compte de l'utilisateur est bloqué ou il est libre. Donc ici on va mettre 255 toujours, donc ça ne dérange pas. Donc maintenant ici on va mettre la date de naissance, date naissance. Donc lorsqu'on a mis date naissance, on précise là que c'est en varchar. Donc ici vous pouvez mettre en date, donc ça ne dérange pas. Je pense pas que ça dérange, donc vous pouvez mettre en date et vous mettez 255. Donc ça ne dérange pas. Et là vous mettez la date du jour auquel il a créé son compte, même chose, et vous mettez aussi l'heure, voilà. Varchar. Donc je préfère laisser ça comme ça. Donc on peut mettre aussi date
à date, voilà, on laisse heure à l'achat. Donc voilà en quelque sorte l'ensemble de ce qu'on va utiliser. Donc il est vrai que là on a oublié mot de passe. Donc là on a mot de passe 1 qui va permettre d'ancrer pour la première fois notre mot de passe. Donc lorsqu'on s'inscrit par exemple, on a besoin d'entrer le mot de passe 2 fois, ce qui va permettre de vérifier que oui, on ne s'est pas trompé le mot de passe, que c'est bel et bien le mot de passe qu'on a voulu choisir. Par contre, lorsqu'on le met une fois, vous pouvez faire des erreurs et ça ne sera plus corrigeable par la fin. Donc voilà déjà l'ensemble de nos informations que nous aurons à utiliser pour ce qui est du formulaire de création de notre compte avec PHP. Donc l'utilisateur il a besoin de s'inscrire. Quelles sont les informations qu'il va rentrer? Il va rentrer son nom, il va rentrer son prénom, son sexe, son email, son mode vestimentaire, son statut, sa sécurité. Bon, sa sécurité ça sera automatique, sa date de naissance, voilà, et c'est son mot de passe. Donc voilà déjà notre table ainsi créée. On va enregistrer, voilà, traitement de la requête. Voilà notre première table ainsi créée. Voilà l'ensemble de nos informations, de nos champs. Voilà, on peut modifier en fonction de nos convenances. Donc voilà, on peut aussi poursuivre par parcourir. Donc parcourir va nous permettre d'afficher l'ensemble des listes. Donc lorsqu'un utilisateur va s'inscrire, ici vous aurez son ID, ici vous aurez son nom, ici vous aurez son prénom, son sexe, ainsi de suite. Ainsi que pour l'ensemble des autres, tout ça seront alignés ici, avec un petit système de pagination qui va nous permettre de nous déplacer à l'intérieur de ce tableau. Donc voilà de manière grosso modo déjà la présentation de PHPAdmin et la création de notre base de données. Donc pour la suite de cette vidéo, on va passer à notre objectif qui sera la création de notre premier fichier index.php. En effet, la plupart du temps, je vous ai dit que PHP a besoin d'un compilateur qui va nous permettre de à chaque fois lire PHP. Donc par exemple, si je viens là, j'essaye de créer un fichier en extension .php, j'essaye de le lire par exemple dans Chrome, tout simplement, test.php. Donc modifier l'extension, oui, on s'est fait. Donc je porte là et je colle là. Donc à l'intérieur de ce truc, on va essayer de faire un petit truc et on va taper là echo. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, ça va aller. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire PHP, pour ceux qui ont les connaissances minimales pour cette formation, voilà, vous pourrez, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Il s'agit de lire ou d'afficher salut dans notre navigateur. Donc pour ce faire, donc, je vous conseille la plupart du temps de fermer. Donc, lorsque vous avez fermé, on essaye de l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, on va faire la même chose. On va juste faire un drag and drop. Voilà. Et on lance. Donc voilà, vous pouvez déjà constater que ça nous affiche le code source, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas intéressant. Donc pour ce faire, donc PHP a une familiarité avec index.php. Donc index.php, ça sera toujours le premier fichier que vous devez créer pour ce qui est de la liaison avec vos différentes pages. Le reste va venir après, mais je vous conseille d'utiliser la majorité du temps index.php. Donc voilà. Donc maintenant on va essayer de créer notre projet. Donc ici on va venir dans notre dossier dans lequel on a créé notre projet, d'ouvrir notre projet plutôt. Donc maintenant on va essayer d'ouvrir notre projet. Voilà, projet dont on a créé ici avec l'ensemble des dossiers à l'intérieur qui vont permettre de mieux structurer ça. Donc maintenant on va faire un drag and drop et on va le lancer dans VS Code. Voilà, ça va charger. On dit ne pas enregistrer, voilà, on n'enregistre pas. Ça va un peu prendre du temps. Donc voilà, en fait notre projet est déjà ainsi ouvert. Donc vous n'avez juste qu'à faire un drag and drop, donc un copier-coller ou un soulever déposer. Donc voilà en quelque sorte ça. Donc vous voyez là qu'on a l'ensemble de nos dossiers. Voilà, voilà en quelque sorte déjà le schéma de notre projet. Donc comme je vous ai dit, on va essayer de créer un fichier en extension .php. Donc on va faire juste ceci. Voilà. On va mettre la index.php. J'espère que ça va créer dans script. Donc voilà.
ça fait un peu du temps pour la création, dans l'exécution des partitions, des participants. Donc voilà, on a notre... Bon, voilà, vous voyez, on a fait une petite erreur, c'est dans inscription, non, c'est dans script plutôt. Donc si on vient ici, on ouvre là, on va voir que c'est plutôt dans script. Donc on va le copier ici, le couper, et on va le coller ici, dans le projet global. Donc, voilà. Donc maintenant, c'est fait. Ça prend un peu de temps, voilà. On coupe et on colle. Donc voilà, on a collé, c'est fait. Et vous allez voir que c'est ressorti directement ici. Celui-ci n'existe plus, donc on va le fermer. Oh là là, qu'est-ce que ça fait là? Donc maintenant, on va ouvrir celui-ci. Donc voilà notre premier fichier qu'on vient de créer. Lui, il est créé hors des autres dossiers de notre architecture. Donc ici, on va essayer juste de faire la structure de base du code PHP. Donc l'ouverture, on va faire le même écho, salut. Voilà, salut. Donc ici, on fait attention au point virgule. Donc voilà. Donc ici maintenant, comment l'ouvrir? Donc on va revenir sur notre localhost. Voilà. On tape sur entrée, c'est fait. Donc on ouvre notre WAM server, voilà. Ici, vous allez constater qu'on a l'ensemble de nos projets. Donc là, on a notre réseau social de mode. On fait quoi? On copie ça. Donc puisqu'ici, on ne peut pas cliquer dessus. On copie juste ça comme ceci. Voilà. Oh là là. Donc, voilà. Donc, on s'en fout du R. On va le mettre juste là. Donc, on va faire une barre d'abord. On va faire R. Et on va coller. Donc, voilà, réseau social de mode. Donc, comme vous avez vu juste ici en bas. Et on va cliquer dessus. Donc, vous voyez là que ça ouvre automatiquement notre index.php et ça met salut. Donc, ici, on peut mettre salut les amis pour que vous voyez que ça marche. On enregistre. Voilà, salut les amis. Donc voilà, automatiquement WAMServer a repéré notre index.php et essayer de le lire en interprétant son résultat. Donc maintenant, son code plutôt. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de, comme je l'ai dit, d'essayer de remplir notre index.php avec du code HTML conçu pour des formulaires. Donc pour ce faire, donc j'ai fait un petit code juste à côté. Déjà la vidéo sera assez longue, donc on va juste venir copier ce code là. Donc un index déjà défini, donc fichier temporaire dossier. Donc mode réseau. Donc on va plutôt venir ici dans réseau social, voilà. On va porter cette inscription aussi. Donc rien de compliqué, juste du HTML. Donc on va le coller là. Donc ici on va juste copier ceci, voilà. Et le coller là. Donc voilà déjà notre code HTML ainsi déclaré. Donc pour cette partie-ci, ne vous inquiétez pas, c'est juste du HTML. Ce que vous devez retenir ici, c'est que pour ce qui est du formulaire, lorsque vous commencez par exemple à écrire ce formulaire, vous devez mettre la méthode post. Pourquoi? Parce que lorsque vous oubliez la méthode post, PHP ne vous affiche aucune erreur et pourtant il y en a une. Donc si vous avez l'habitude de commencer avec votre formulaire sans oublier, en oubliant méthode, cette fois-ci essayez de vous en rappeler parce que ça va vous causer des préjudices dans l'avenir. Donc la deuxième chose très importante, c'est au niveau des inputs. Donc chaque input a un name. Donc vous allez voir l'attribut name. Donc l'attribut name permet de récupérer en PHP la valeur d'un champ. Donc ça nous permet de récupérer la valeur d'un champ en PHP. Donc ici vous allez voir nom, on va mettre nom. Vous allez voir prénom. Ici évitez beaucoup plus les accents. Vous allez voir prénom, on va mettre prénom. Vous allez voir name, on va mettre name. Donc pour ce qui est de ce dossier, je vais mettre ça sur mon repository Git. Donc vous aurez le lien dans la description. Donc si vous voulez ça intégralement ainsi que la table ou la base de données, vous aurez ça sur le GitHub. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc maintenant pour poursuivre, voilà, on a date de naissance. Vous allez voir la majorité là ont en quelque sorte un name. Donc name, date, voilà, name, select, sexe, voilà, c'est la même chose partout. Donc rien de très compliqué, on a juste copié-coller un code HTML.
Donc pour ceux qui ont des difficultés avec ça, vous pouvez regarder ma formation pour ce qui est de HTML. Donc ici on va aussi copier le style de ça et on va le coller dans notre dossier. On va le coller dans le CSS. Voilà. Donc ici on a fait une petite erreur là. Donc on est venu coller dans index.php. Donc le fichier index.php est censé en quelque sorte regrouper l'ensemble de nos pages. Donc le fichier index.php va nous permettre juste de créer des liens qui vont nous permettre d'aller vers inscription et connexion. Donc pour ce faire, donc on va créer un fichier inscription pour le moment en extension.php. On enregistre et on colle ça là à l'intérieur. Dans la index, on va juste créer un lien. Donc vous pouvez mettre la structure de base du code HTML. Donc ça marche pas. Donc là on va mettre juste un lien. Donc pour le moment c'est pas important la structure. Et à l'intérieur on va mettre un href. Donc ce href va nous mener maintenant vers inscription.php. Et à l'intérieur on va mettre inscrivez-vous. Donc c'est fait. On va faire la même chose pour connexion. Donc ici on va mettre connexion. Donc j'ai fait une erreur. Donc, voilà, connexion. Donc connexion.php. Donc n'oubliez jamais l'extension parce que ça va pas marcher. Donc ici on met connectez-vous. Donc c'est fait. Donc voilà déjà ainsi créer les liens qui vont nous permettre d'aller maintenant vers connexion et inscription. Donc dans inscription, qu'est-ce qu'on a fait? J'espère qu'on a déjà lié le code. Voilà. Donc ici on n'a pas encore lié notre index, notre style.css. On va faire link de .css. Voilà. Et à l'intérieur on va mettre le chemin d'accès à notre fichier .css. Donc ici on va mettre inscription. On va actualiser ici. Donc là on a nos liens. On va cliquer sur inscription. Voilà, ça ouvre inscription. Donc voilà déjà en quelque sorte notre inscription. Voilà, le style n'a pas encore pris. Donc ça veut dire qu'il y a un petit souci. Link style sheet. Voilà, nous sommes dans .css, inscription.css. Donc ici on va ouvrir. Donc vous voyez cette inscription.css est vide. Voilà, je pense qu'il est vide. Donc on va le remplacer par un autre. J'avais fait deux trucs comme ça. Donc dans le fichier tampon, on va aller là ici, on va copier ceci. Donc on va l'ouvrir là. Donc voilà, celui-ci lui il est complet, donc ça peut se voir. Donc on peut copier juste ça et on vient, on colle ici. Donc pour le style, ne vous inquiétez pas, vous aurez ça dans le GitHub. Donc voilà, on enregistre. Et qu'est-ce qui se passe? On a un petit souci là. Inscription. Donc celui-ci il est bel et bien dans inscription.css. Donc inscription.css. Donc là le problème est résolu. Le problème était au niveau du cache. Donc je suis venu juste au niveau d'ici et il y a vidé. Donc en quelque sorte c'est pas un très grand problème pour vous de votre côté. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est là vous voyez déjà votre formulaire. On va essayer donc maintenant d'appliquer des mesures de contrôle pour pouvoir déterminer est-ce qu'on a bel et bien cliqué sur notre bouton, est-ce que par exemple ce champ-ci il est rempli correctement, est-ce que celui-ci pareil, est-ce que l'email est correct, est-ce que le mot de passe est correct, voilà, est-ce que la confirmation est correcte. Donc voilà déjà en quelque sorte déjà ce qu'on va essayer de faire pour la suite de cette vidéo. Donc comment ça se passe? Donc on va venir ici, on va effacer quelques trucs là. Donc voilà, mot de vestimentaire, statut, confirmation, voilà, c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est venir juste là, juste ici en haut, on va ouvrir PHP. Voilà comment on ouvre PHP avec un crochet ouvrant et un point d'interrogation suivi de PHP. Et pour fermer, on fait un crochet, un point d'exclamation d'interrogation et on fait un crochet fermé. Donc de manière littérale, voilà comment ça se passe.
Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de savoir si on a cliqué sur ce bouton-ci par exemple. Pour ce faire, donc PHP, les gens se sont mis, les développeurs se sont mis pour créer une petite fonction qui va nous permettre de savoir si on a cliqué sur ce bouton. Donc pour ce faire, donc elle s'appelle i7, cette fonction-là qui va nous permettre de savoir si un élément a été cliqué. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'est intéressant de préciser la méthode, parce que lorsqu'on précise la méthode, PHP nous permet de facilement avoir les données avec cette méthode là. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer le clic de notre input juste là, donc avec le name. Donc on va utiliser son name, voilà, juste ici on va mettre la $_post, on va mettre la méthode de post qu'on a précisé, on va mettre son name, valider. Dans le cas où on clique sur valider, donc si ce clic existe, voici ce que vous allez faire. Vous allez faire écho, salut la famille. Donc voilà en quelque sorte, on actualise, voilà. Et lorsqu'on clique sur valider, vous voyez, on dit salut la famille. Donc voilà déjà en quelque sorte comment on peut déjà essayer de savoir si on a cliqué sur notre bouton. Donc lorsque c'est fait, on va juste venir ici, donc maintenant essayer de passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc savoir si on a cliqué sur notre bouton, c'est bien beau, mais ça nous fait grandir en rien. Donc là c'est fait. Donc ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est de savoir si votre nom a été rempli. Donc s'il y a quelque chose dans ce champ-ci, voilà, affiche ce message. Dans le cas contraire, affiche celui-ci. Donc on va faire un autre if à l'intérieur de ce if-ci avec i7. On va faire $_post. Donc dans post, on va essayer de mettre là, voilà, on va mettre post. Dans post, donc maintenant pour savoir si nom est par exemple existe par exemple, voilà. Donc si le champ nom existe, voilà, fait ceci. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer le name de nom. Donc ici on va mettre nom. Voilà, s'il existe, donc là c'est pas encore au niveau de s'il est rempli ou pas. Donc s'il existe, on va faire écho, voilà, cool. Donc ça sont juste des mots pour vérifier. Donc voilà, on actualise et lorsqu'on clique sur ça, on dit voilà, cool. Donc lorsqu'on a cliqué, on sait donc maintenant que notre nom existe. Dans le cas contraire, donc si on supprime ce name ci, on le met un peu en commentaire, on actualise. Donc là, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? On va venir faire un petit else ici, ce qui est des conditions, mais écho, il n'existe pas. Donc voilà. Donc on dit bien il n'existe pas. Donc là, dans les noms, on doit cliquer. Donc si on rafraîchit encore la page, on pose ça. Voilà, on clique ici. Il n'existe pas. Donc lorsqu'on va revenir et on va remettre ça comme ça, on actualise la page et on l'actualise comme ceci. Et de savoir si notre champ nom a été rempli ou pas, on va utiliser aussi notre petite fonction très intéressante qui va nous permettre de savoir si notre nom est rempli. Elle va s'appeler empty. En effet, empty veut dire vide. Donc si notre fonction est vide, voici ce qui va se passer. On va dire notre champ est vide en quelque sorte. Donc dans le cas contraire, on va dire il est rempli. Donc on va juste faire ça comme ça, on actualise. Donc maintenant on va réellement bien actualiser puisque il y a des petits soucis liés au navigateur. Donc voilà. Donc maintenant dans les normes, si vous ouvrez votre navigateur, ça va donner comme ceci. Donc moi j'ai des petits soucis, pourquoi à chaque fois ça exécute directement. Donc c'est pour ça que je suis obligé de recoller à chaque fois l'URL. Donc maintenant si je ne remplis rien, je tape sur valider, on va me dire notre champ est vide. Par contre si j'écris hashtag par exemple et là je tape sur valider, on m'a dit il est rempli. Donc voilà déjà en quelque sorte comment on peut déjà essayer de savoir si nom est
rempli ou il est vide. Donc on va faire la même chose avec les autres, ainsi de suite, pour essayer de savoir si tous les champs de notre formulaire sont préalablement remplis. Après, dans cette étape, on va essayer de savoir si par exemple notre nom, il doit avoir un minimum de 12 caractères. Donc le nom doit être minimum 12 caractères. On peut essayer de vérifier si notre email est correct, si notre mot de passe, le nombre de caractères du mot de passe est correct. Voilà. En fait, toutes ces informations-là, on va essayer de les contrôler. Donc maintenant, la première tâche, comme je l'ai dit, on va essayer de savoir si tous nos champs sont remplis ou pas. Donc pour ce faire, donc, on va poursuivre dans cette même logique. On va juste faire continuer notre if. Donc on va venir ici, on va mettre Anne. Donc si je me trompe pas, Anne poste, voilà, on met prénom. On va poursuivre avec Anne encore, on va mettre empty. On va mettre la sexe. Donc voilà, c'est fait. On poursuit avec Anne. On va essayer de vérifier tous nos champs. Donc on va aussi mettre empty ici. Donc on va essayer de mettre notre empty ici. Voilà, on met un $_ post. Là, on met ici email. Donc en fait c'est l'ensemble des names qu'on a mis ici. Donc vous voyez par exemple sexe là. Si on veut bien voir ici, on a mis sexe dans le name. Donc c'est ceci qu'on récupère en fait dans le name. C'est la valeur du name qu'on essaye de mettre dans le post ici. Donc dans le post ici. Donc on va continuer ici avec un petit. Oulala, un petit. Donc on va dupliquer, hein, ça prend énormément de temps. On va dupliquer. Donc le prochain c'est lequel? C'est la date de naissance. Donc voilà, date de naissance. Donc pour ce faire, donc on va dupliquer. On va venir ici, on va mettre par exemple, après ça on a quoi? On a le sexe. Bon. Ici on a statut. Pas besoin de respecter l'ordre, l'essentiel est qu'on vérifie juste tous les champs. Donc on a un mode vestimentaire qui est obligatoirement rempli, mais on met quand même, donc on n'a pas besoin de mettre. Donc on met mot de passe, on met MDP1. Voilà, j'espère qu'on a précisé ça juste en bas, on va vérifier ça. Donc ici on va venir ici, voilà, ici on a MDP1, voilà, on va mettre 1 ici, ici on va mettre MDP2. Donc dans les conditions, on va essayer de savoir si MDP1 est égal à MDP2 de manière globale. Donc voilà comment ça va marcher. Donc maintenant on a essayé de savoir si nom est vide, si prénom est vide, si sexe est vide. Voilà, on va faire un écho de veuillez remplir tous les champs. Donc on a fait une petite boulette ici, c'est qu'on va mettre où en fait. On va mettre où. On va mettre où. Voilà. Ici on va mettre plutôt où, parce qu'en fait ici lorsqu'on met si nom est vide et que prénom est vide et que sexe est vide, ça va faire en sorte que dans le cas où tous les champs sont vides, on va pouvoir dire voilà, les champs sont vides. Mais dans le cas où un seul est vide et que le reste n'est pas vide, et que le reste est vide, voilà, ça va nous dire tous les champs ne sont pas, tous les champs sont remplis en fait. Donc pour être plus clair, c'est mieux de faire comme ceci. Bon, ici c'est pour dire où en fait. Donc on actualise. Donc voilà, on vous dit veuillez remplir tous les champs. Dans le cas où je remplis seulement celui-ci, je valide. On me dit toujours veuillez remplir tous les champs. Dans le cas où, voilà, je vais venir ici mettre. Dans le cas contraire, dans le cas où tous sont remplis, on va faire écho champ rempli avec succès, par exemple.
Donc c'est fait, on actualise. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, on va recommencer comme si on était en train de se connecter. Voilà, on ancre là notre nom. Voilà, on valide, on dit verra remplir tous les champs. Donc on n'a pas rempli les autres champs, donc maintenant on va remplir les autres champs. On écrit n'importe quoi, on choisit une date bizarre. Donc on va laisser ça aujourd'hui. On choisit un mot de passe. Ici on n'a pas encore vérifié, on tape sur valider. Donc, on nous dit qu'il faut un petit arrobase là. Donc voilà, on va essayer de coller arrobase là et on va faire Yahoo. Donc c'est fait, on tape sur valider et là on voit champ rempli avec succès. En effet, tout à l'heure ça a été peut-être mal compris. En effet, on avait mis Anne à la place de OU. Donc on va mettre OU, c'est ces deux barres-ci. Il suffit de faire juste Alt 6 pour que ça affiche dans les machines avec des claviers normaux. Donc maintenant, pour continuer, voilà, on a juste besoin de rajouter ceci pour pouvoir dire OU. Donc lorsqu'on mettait Anne, c'est pour dire que dans le cas où nom n'est pas rempli, prénom n'est pas rempli, sexe n'est pas rempli, voilà, afficher vient remplir tous les champs. Mais dans le cas où nom est rempli et que tout le reste n'est pas rempli, ça va dire champ rempli avec succès. Donc c'était une mauvaise condition en fait. Donc lorsqu'on met OU, ça permet de dire que voilà, si nom est rempli et que prénom n'est pas rempli, on va dire veuillez remplir tous les champs. Si sexe est rempli et que email n'est pas rempli, veuillez remplir tous les champs. Donc voilà. Donc je pense que ce côté là c'est clair. Donc ce qu'on va donc essayer maintenant de faire, c'est passer à la vérification de quelques conditions. Donc maintenant on va créer une petite variable qui va nous permettre de stocker tous nos messages en fait. Cette variable là va s'appeler message. On va faire un $message. Voilà. On va aussi faire encore un $message. Donc maintenant, petite erreur là, on va mettre message. Donc voilà. Ici on va aussi mettre notre $message. Voilà. Et là on fait un égal. Voilà. Donc maintenant vous allez constater que lorsqu'on va actualiser, rien ne va plus s'afficher. Pourquoi? Parce que message n'a pas été affiché. Donc pour ce faire, donc on va essayer de mettre le message dans un endroit un peu plus intéressant. Là, on va venir le mettre à l'intérieur de notre formulaire, un peu en bas là. Donc voilà, on va essayer de faire afficher notre message à l'intérieur du formulaire. Donc là, on va coller ça. Donc maintenant, on va dire, dans le cas où notre message existe, on va faire aussi un autre i7. Dans le cas où notre message existe, voilà, affichez-le. Donc s'il n'existe pas, on ne l'affiche pas. Parce que si il n'existe pas et qu'on décide de l'afficher, ça va provoquer une erreur. Donc on va faire echo $message. Voilà, on actualise. Donc maintenant c'est pas très intéressant, mais bon, c'est mieux comme ceci que chaque fois décaler là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est remplir encore, coller notre Yahoo. On continue, on met du n'importe quoi. Voilà, et on confirme. Donc voilà, champ rempli avec succès. Donc il n'y a plus de problème à ce niveau là. Donc on va donc maintenant essayer de contrôler par exemple si notre nom a par exemple minimum 25 caractères. Donc si le nom est supérieur à 25 caractères, ça ne devient plus intéressant. Donc genre le nom doit être inférieur ou égal à 25 caractères. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on va essayer de faire premièrement de manière très simple. Donc pour ce faire, donc on va dire dans le cas où les données sont bien remplies, on va mettre ça d'abord un peu en commentaire. On va encore faire une autre fonction à l'intérieur de celle-ci, if par exemple, voilà, on récupère la valeur de notre nom, post, on met la nom, voilà, on ouvre ceci, on met salut, on met nom,
on fait, voilà, j'ai oublié une petite fonction, sterling, et on met là à l'intérieur le nom du champ. Donc comme ceci, on met là nom. Donc on met nom. Donc en fait, cette fonction va nous permettre de compter le nombre de caractères du nom. Donc dans le cas où il sera supérieur ou égal, supérieur à 25, voilà, supérieur à 25, on fait un écho non incorrect par exemple. C'est bon. Et dans le cas contraire, donc s'il est plutôt inférieur à 25 ou égal à 25, voilà, on fait non correct. Donc on va juste mettre le lien non correct et on actualise là. Donc on a une petite erreur, on dit post a un petit problème, donc on va mettre post en majuscule. On actualise. Donc voilà, c'est fait, on dit non correct, mais on n'a pas réellement vérifié, donc on va recoller. Voilà, c'est bon. Donc maintenant on entre, voilà, on a ancré une valeur là qui n'est pas supérieure à 25. Donc on va essayer d'ancrer une valeur qui est supérieure à 25. Donc on va écrire par exemple H jusqu'à ce que ça traverse 25 par exemple. Donc je pense qu'il y a le cas, on tape sur valider. Vous voyez là on vous dit veuillez remplir tous les champs. Voilà, on n'a pas respecté déjà le veuillez remplir tous les champs. Donc on va venir ici, on va remplir notre HHH, voilà. Donc une fois fait, on va essayer de rentrer nos informations. Voilà, on rentre toutes les informations encore nécessaires. Donc on met notre arrobas. Pour l'adresse email, c'est pas encore la vérification, donc on va laisser ça comme ça. On met notre mot de passe, voilà, et on clique sur valider. Et là on vous dit non incorrect. Pourquoi? Parce que le nom a débordé en quelque sorte les 25 caractères qu'on avait définis. Donc si le nom déborde de 25 caractères, voilà, on va vous dire non incorrect. Et à l'intérieur, vous pouvez dire non doit être supérieur, inférieur à 25 caractères, inférieur ou égal à 25 caractères. Donc ici, on va plutôt faire l'inverse à la première condition. On va dire si non inférieur ou égal à 25 caractères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire quoi? On va rien dire du tout. Donc on va rien dire du tout. On va continuer notre truc calmement. Donc on va faire incorrect ici. On a juste inversé la condition. Donc ici on entre jusqu'à 25 caractères. Ici on a n'importe quoi. Donc ici ça va nous porter préjudice. Donc là on va coller ceci. On va venir là, on va mettre du n'importe quoi. Là les mots de passe on n'a pas encore vérifié. On clique sur valider. Et là on vous dit toujours non incorrect en fait. Donc c'est presque la même chose. Si vous testez de votre côté, vous verrez que c'est la même chose. Donc là on a déjà un moyen de savoir si notre nom est bel et bien 24 caractères. Donc maintenant on va passer à la deuxième condition de cette vidéo qui va consister à déterminer si notre email est valide. Donc pour ça on va faire appel à une longue méthode, si je peux appeler ainsi, qui sera filter validate email. Donc maintenant cette méthode que j'appelle filter va permettre de en quelque sorte de récupérer deux paramètres. Premièrement notre valeur, la valeur de notre champ email, et deuxièmement la valeur de notre en quelque sorte de savoir si notre truc est correct en fait. Donc on va faire if là on va mettre filter var. Donc voilà, on ouvre là et on met $post email. Donc par la suite on va mettre une virgule, on va mettre filtre validé email. Donc on nous a déjà aidé ici. En fait ce petit bout de code ici va nous permettre de dire que si notre email est valide, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, on fait ceci, on fait écho
email valide, par exemple. Donc clairement, aujourd'hui, il y a des méthodes pour contrôler en HTML5, mais c'est toujours intéressant de contrôler avec PHP. Donc là, on va mettre email incorrect. Voilà. Donc on essaie de vérifier ça. Donc maintenant on va encore donc maintenant ce qu'on fait c'est quoi? C'est on entre notre nom qui doit être inférieur ou égal à 25. Donc là on a respecté nom de notre prénom. Et là on entre une fausse email. Et là on doit donc on entre une email normale en fait. Voilà. On entre une email normale sauf qu'on ne met pas le point ici. Donc vous savez que le HTML ou le navigateur exige qu'il y ait arrobas. Donc maintenant qu'il y a arrobas, ça ne détecte plus d'erreur. Avec notre fonction filter validate email, ça va nous permettre de dire si cet email est correct. Donc ce qui ici n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas le point qui précède le com. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre là un faux mot de passe et on valide. On vous dit email incorrect. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de point juste avant com. Par contre le navigateur lui il ne voit pas ça. Donc même dans le cas où on mettait un required, ça ne devait pas détecter cette erreur. Donc ça c'est l'avantage d'utiliser filter validate email. Donc déjà ici on a commis un petit gaffe, c'est que là on utilise brutalement nos variables. Donc on n'a pas défini des variables spécifiques. Donc maintenant on va passer à ce travail là. On va dire dans le cas où nos champs sont remplis, voilà, nos valeurs vont avoir ces variables ici. Donc nom c'est égal à quoi? C'est égal à voilà, prénom c'est égal à quoi? $post prénom. Voilà, on va faire la même chose pour tout le reste. Donc on va faire la même chose là. Donc ici au deuxième, donc voilà en quelque sorte l'ensemble des variables qu'on va essayer d'utiliser. Pour le moment on va essayer d'utiliser ça comme ceci. On n'a appliqué aucune sécurité et dans la suite je vais essayer de vous montrer en fait quels sont les inconvénients d'utiliser ça comme ceci. Donc pour le moment on va d'abord essayer d'enregistrer les données dans la base de données. Il est vrai que le contrôle n'est pas encore fini. Donc maintenant on enregistre comme ceci. On voit il n'y a pas d'erreur. Donc voilà. Donc maintenant on a essayé de savoir si l'email est valide. Une fois l'email est valide, maintenant on va passer à la phase de contrôle par exemple du mot de passe. Oui, du mot de passe. Donc pour le mot de passe on va essayer de savoir si le mot de passe il contient au minimum 8 caractères. Donc c'est du déjà vu. On va faire un if. Cette fois-ci on a déjà défini nos variables. Donc ici on peut mettre ça, non, ici on peut mettre ça, email. Donc ici on met $, voilà, on met $mdp1. Donc on fait d'abord notre fonction strlen. On fait mot de passe 1, voilà. Donc si le mot de passe 1 est supérieur ou égal à 8, voilà, plutôt supérieur ou égal à 8, voilà, faire ceci. Dans le cas où c'est pas le cas, on va dire mot de passe très court. On va faire $, message, mot de passe très court. Donc on actualise. Donc on entre déjà ce qu'on a déjà essayé de vérifier. On va d'abord entrer un nom qui est inférieur à 25 caractères. On va essayer d'entrer une bonne email. Donc on va essayer d'entrer une bonne date aussi. Donc on va ici essayer d'entrer du n'importe quoi. Donc on entre une valeur qui est inférieure à 8 et on valide. Donc on vous dit là mot de passe très court. Donc en quelque sorte votre mot de passe il est d'abord très court. Donc maintenant vous voyez déjà que on peut déjà essayer de savoir si le mot de passe est très court
ou pas. Donc si ça s'affiche comme ça, si il rentre un mauvais mot de passe, ça va me dire mot de passe très court. Donc maintenant, puisqu'on est à la phase d'inscription et qu'on va essayer de confirmer notre mot de passe, il faut que le mot de passe 1 soit égal au mot de passe 2. Donc ici on va faire quoi? On va faire if $mdp1 égale à $mdp2. Voilà, si c'est égal à $mdp2, voilà, on fait ceci. Donc si c'est égal à $mdp2, on va faire ceci, mais si ce n'est pas le cas, fait plutôt ceci, echo, on va faire plutôt un message. Souvenez-vous, message est exécuté dès qu'il existe. Donc voilà, ici on va dire mot de passe non identique. Donc on actualise. Donc ici pour revenir à la base, voilà, on vient ici, on entre un nom déjà qui est inférieur à 25 caractères, on entre un prénom, on entre une bonne email, voilà, on entre une sale date, voilà, et ici on entre déjà une valeur qui est inférieure à 8 caractères, qui est supérieure à 8 caractères, voilà, et on entre une autre valeur autre que celle du premier champ de mot de passe. Donc mot de passe 1 est différent du mot de passe 2. On va voir comment, en cliquant sur notre bouton, ça va interpréter. Lorsqu'on clique sur validate, vous voyez là, on vous dit dollar, c'est plutôt dollar, mot de passe 2. Donc je n'avais pas mis ça. Donc le mot de passe 2. Voilà. On actualise. On dit mot de passe non identique en quelque sorte. Donc voilà déjà comment ça marche. Donc ici on fait ça. Ici on fait ça. Ici on entre un mot de passe déjà défini. Une email est déjà définie. Donc ici au mot de passe on entre par exemple n'importe quoi, voilà, mais qui dépasse 8, on entre aussi n'importe quoi, on valide. Vous voyez que ça affiche mot de passe non identique. Pourquoi? Parce que les mots de passe ne sont pas respectés. Donc par contre, si je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la même chose c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je valide. Donc vous voyez là, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que dans le cas où toutes ces conditions sont respectées, on n'a pas mis une réponse. Dans le cas où c'est respecté, on va faire un $message information correcte. Donc on enregistre, voilà, on actualise. Donc vous voyez information correcte. À l'occasion, toutes les informations sont bien remplies. Donc ici on va ancrer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On valide. Voilà, information correcte. Donc voilà en quelque sorte notre formulaire ainsi vérifié. Vous pouvez constater qu'on a essayé de savoir si notre nom possède minimum, maximum 25 caractères, si notre email est correct, si notre mot de passe est identique à celui de la confirmation et si notre mot de passe est supérieur à 8 caractères. Donc voilà déjà grosso modo la plus petite sécurité ou le plus petit contrôle qu'on peut essayer de faire au niveau du formulaire. Donc il y a d'autres vérifications qui peuvent être faites, mais quand on est débutant, on commence par des petites choses. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à une étape cruciale de cette vidéo qui va consister à l'enregistrement à la base de données. Pour ce faire, donc, on va essayer de créer un fichier qui va nous permettre automatiquement, on appelle ça la majorité en module, d'à chaque fois nous connecter à la base de données. Donc, que de chaque fois écrire une même ligne de code, plutôt on peut l'exporter grâce à l'importer grâce à PHP. Donc, on va créer ce module-là tout de suite. Donc là, on va faire CTRL-N et à l'intérieur, on va l'enregistrer dans le dossier connexion. Donc ici on va mettre connexion db.php. On enregistre. Donc voilà en quelque sorte déjà comment on va essayer de créer notre donc voilà, dans ce fichier on va mettre quoi? On va mettre déjà la structure de PHP, donc ce qui nous permet de déclarer PHP. On va mettre la BDD, on va mettre new PDO,
Donc ça, c'est la méthode qu'on va utiliser. Donc ici, on va utiliser la méthode de PDO. D'autres vont utiliser la méthode de MySQL. Donc ce sont des méthodes qui nous permettent de nous connecter à la base de données. Et en fonction de la méthode que vous allez utiliser, votre code sera très différent qu'avec l'autre. Donc voilà. Donc ici, on va mettre MySQL. Voilà, vous voyez que Tab9 met déjà MySQL host. Et ici, on met, voilà, on nous propose localhost 127.0.0.1. Voilà, localhost, voilà. Donc ici, on va mettre localhost. Pourquoi? Parce que c'est avec localhost qu'on arrive à se connecter à OneServer. Donc, une fois fait, on va mettre dbname. Dbname, c'est le nom de notre base de données. Donc ici, on met notre route. On entre. En attendant que ça tourne. Ici, on va mettre un virgule. Après le nom de la base de données, on met le nom d'utilisateur. Ici, le nom d'utilisateur, je vous ai dit que c'était route. Donc, pour poursuivre. Et on met le mot de passe. Par contre, ici, on n'a pas de mot de passe. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pour le nom de la base de données, ici, on avait mis réseau social. Dans mes réseaux sociaux. Pour le nom de la base de données. Donc, voilà. On actualise. Donc, ça n'a pas encore d'impact sur notre code. Donc, on va venir donc maintenant essayer d'importer ce module-ci. Donc, ce petit bout de code-ci qu'on a créé. Pour faire de telle sorte qu'on puisse l'utiliser pour ancrer nos informations vers la base de données, les informations de notre formulaire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir juste ici en haut. Je vous conseille toujours de le mettre ici en haut. On va faire un require. Donc dans ce require, on va faire quoi? On va faire connexion. On va faire un point connexion slash connexion bd.php. Donc voilà, on actualise. Là, on nous dit qu'il y a une erreur, on a mis connexion avec un N. Donc là, c'est la même chose. On nous dit encore qu'il y a erreur dans inscription à la ligne 14. Donc voici la ligne 14, require connexion BD. Donc on essaie de s'y rendre là pour voir. Donc ici, on est plutôt dans le fichier temporaire. Donc ici, on va entrer dans notre. Donc ici, on ouvre sur Python 64. Voilà, on ouvre ça. Et hop, on entre dans notre projet. Donc en fait, l'erreur provient du fait qu'ici on a mis DB pour dire database et ici on a mis BD pour dire base de données. Donc on met DB. Donc vous allez voir, l'erreur va se résoudre. Donc vous voyez là, c'est clean. Donc voilà, notre module est ainsi fait pour notre connexion à notre base de données. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que on va essayer de faire un try catch. En fait, c'est cette méthode ou ce petit bout de code là qui permet de savoir quand est-ce qu'on a une erreur et d'afficher une réponse un peu plus intéressante que ces erreurs qui affichent là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va mettre PDO exception, voilà, il nous aide déjà, et on fait echo de E. Voilà, get message. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans le cas où par exemple on enlève E ici, ce n'est plus la base de données, ce n'est plus notre même base de données. Vous voyez là, on nous met cette erreur. Donc on peut venir ici mettre juste là, erreur. On met point, voilà. Vous voyez là bien, erreur, voilà. Donc ça, en fait, à ça que sert notre try catch. Ça nous permet de signaler l'erreur de manière plus intéressante que de bloquer carrément tout le contenu d'une page. Donc ici on fait réseau, c'est bon, ça disparaît. Voilà. Continuer, voilà, notre module de connexion est ainsi fait. Donc je vous conseille la majorité du temps de mettre try catch, parce que ça va vous permettre de mieux détecter les erreurs et de faire en sorte que ça ne puisse pas causer des blocages au niveau de votre page. Donc voilà, nous sommes déjà presque à une bonne phase de notre programmation. Donc maintenant, on va essayer d'ancrer les données dans notre table qu'on a créée juste ici. Donc pour ce faire, donc, on va venir ici dans information correcte. On va effacer ce message. On va faire $1, on va mettre insérer ou dire insérer les données ou insert. Bon, on peut pas mettre insert parce que ce sont la tautologie.
on fait $BDD, la variable qu'on a utilisée ici, et on fait ça. On fait prépare à l'intérieur. Donc maintenant on fait un select, un insert plutôt, excusez, insert into. Voilà, on met le nom de notre base de données. Notre base de données c'est réseau social. Le nom de notre table plutôt. Donc on fait insert into, on met le nom de notre table. Notre table ici c'est inscription, puisque BDD permet déjà de préciser que nous sommes dans notre base de données réseau social. Donc ici on met le nom de notre table. Donc ici on met inscription, donc c'est en minuscule. Veuillez respecter la casse, très important. Donc ici maintenant on va lister l'ensemble de ces champs-ci en ordre. Donc ici on va pas mettre ID. Pourquoi? Parce que l'ID est fait automatiquement, auto-incrément. Donc chaque fois qu'on entre un nouveau utilisateur, un ID se fait automatiquement. Donc ici on va commencer par nom, prénom, sexe, email. Donc nom, prénom, sexe, email, voilà, mot de veste, voilà, statut, voilà, sécurité, voilà, et là on met date naissance, voilà, et là on met date, on met heure, on met MDP1, MDP2. Donc voilà, c'est fait pour cette partie-ci. On va fermer la parenthèse. Donc maintenant on va essayer de faire en quelque sorte un moyen de récupérer ces variables là et les insérer dans ces champs-ci. Donc pour pouvoir les insérer dans ces champs-ci, on va mettre value. Ici c'est pour les insérer. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de, voilà, ils sont au nombre de 12 moins, donc ils sont 13 moins 1, donc moins ID, donc ils sont au nombre de 12. Donc on va mettre 12 points d'interrogation. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est plutôt ça. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, c'est fait. Donc, ça va nous permettre en quelque sorte de récupérer l'ensemble des variables saisies dans ce forme. L'ensemble des champs, la valeur des champs, ça va nous permettre de récupérer en quelque sorte la valeur des champs saisis dans ce formulaire. Donc on va venir juste ici, on va faire insérer. Voilà. Et on va faire ça. Execute. Donc cette fois-ci, on va exécuter. À l'intérieur, on va faire un tableau en fait qui va contenir toutes ces valeurs-ci. Donc les valeurs ici, ce sont les valeurs qu'on a définies ici, donc nom, prénom, sexe et tout ça. Mais suivant cet ordre-ci, pour que aucune valeur ne soit remplacée à la place d'une autre. Donc pour commencer, on va mettre $nom, $prénom. Donc voilà, on va mettre $sexe, après sexe on a email, après on a mot de veste, mot de veste. Donc on peut continuer comme ceci puisque tab9 permet de faire une auto-implémentation. Mais attention, faut bien vérifier. Voilà, sécurité, voilà. Maintenant on a date, date, on a $heure, voilà, et le taux est joué. Donc voilà l'avantage qu'on utilise tab9. Ça nous permet de gérer automatiquement, de faire des autocomplétions. Donc voilà, on enregistre et on essaye de voir ce que ça va donner. Donc maintenant on actualise. On nous dit il y a une erreur au niveau de insérer. Donc on a préparé notre requête. On nous dit syntax error. Donc le problème ici c'est en fait qu'on a oublié le point virgule. Donc il faut mettre le point virgule. Et on actualise. Donc voilà en quelque sorte notre formulaire. On va essayer de tout respecter cette fois-ci. On va mettre hashtag. Voilà, c'est pas très long. Je code. Voilà. On va mettre un mot de passe, une email correct, une date correcte. On va mettre un mot de passe correct.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller. Donc maintenant, on doit normalement afficher en quelque sorte un message qui va nous dire utilisateur bien enregistré. Donc, mais pour savoir si notre truc a marché, on peut faire aller dans notre base de données. Donc là, on va essayer de voir si ça a marché. Et là, ça a bel et bien marché. Donc là, vous pouvez voir que on a hashtag je code, on a home, on a l'email, on a le mode vestimentaire, on a étudiant, on a 2022, on a voilà en quelque sorte toutes ces informations là. Donc celui-ci il est enregistré sûrement en actualisant. Donc ne vous inquiétez surtout pas pour ceci. Donc voilà l'utilisateur qu'on a enregistré. Donc vous voyez déjà en fait comment vos informations circulent dans la base de données, par exemple de Facebook, de WhatsApp ou d'Instagram et tout ça. Donc tous les sites sur lesquels vous partez, voilà en fait comment ça se passe. Donc maintenant nos données sont arrivées dans la base de données. Comment ça se passe donc maintenant? Comment est-ce qu'on fait pour par exemple dire que oui vous avez la sécurité? Donc, imaginons qu'un hacker a pu accéder à votre base de données. Là il arrive directement à voir vos mots de passe. Donc c'est plus caché, donc il voit exactement toutes vos informations, ce qui n'est pas intéressant. Donc la plupart du temps on utilise deux méthodes. On a SHA-1 pour pouvoir chiffrer, on a MD5. Donc, mais la méthode la plus sécurisée et qu'on préfère beaucoup plus utiliser, c'est SHA-1. Donc, ici on va juste venir ici et venir la mettre juste ici, SHA. Donc juste au niveau de l'enregistrement dans des données, donc on va venir ici. Parce que si on met juste en haut là, ça va causer des problèmes. Donc voilà, on met ça sur les deux, SHA-1. Donc on ferme encore, donc c'est bon. Donc voilà déjà en quelque sorte comment on a essayé de protéger nos mots de passe. Donc on va essayer de voir si ça marche. On va venir ici, on va en créer un autre utilisateur, Jacques par exemple, Jacques Wagner, voilà. Donc bizarre n'est-ce pas? Donc là on va en créer par exemple ceci, une email, et là on va entrer ceci comme mot de passe. On va taper le même mot de passe. On va valider. Oh là là, j'ai tapé le même mot de passe. Voilà. Tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je valide. Donc là, on me dit il y a une erreur à 64. Donc sûrement en modifiant, j'ai fait une erreur. Donc 64, on me dit j'ai une erreur. Une erreur inspectée. Donc un point virgule. Donc voilà. On nous dit qu'il y a une erreur, voilà, sûrement au niveau, voilà. Donc maintenant je pense que c'est bon. Donc maintenant pour revenir à nos anciennes données, on va juste faire ça et on va entrer notre mot de passe à nouveau. On valide, on actualise. Donc vous voyez, on a notre utilisateur Jacques Wagner, voilà, ça a enregistré deux fois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce petit problème là. Donc voilà, on voit notre email, voilà. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est chiffré. Donc là, vous voyez que l'ensemble de nos données sont chiffrées en quelque sorte. Donc ici, il arrive, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas comment déchiffrer ça. Donc ça fait en sorte que même s'il a notre base de données, ça ne sera pas très facile pour lui de déchiffrer. Donc vous voyez par contre les premiers utilisateurs c'était facile, donc c'est la même chose. Donc pour passer à une étape finale, ce que je vais faire c'est quoi? On va venir ici, on va dire que dans le cas où ça marche, on va faire un message. On va venir mettre là utilisateur bien enregistré par exemple, bien inscrit. Donc c'est fait. On actualise. Voilà, on dit utilisateur bien enregistré. Et si vous voyez que si on actualise ici, ça va faire une petite redondance. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ça va essayer de faire une redondance.
Donc maintenant, on va essayer d'implémenter une petite fonction qui va nous permettre de sécuriser un peu nos champs. Donc ici, si on injecte par exemple du script, bon, je sais pas si ça va marcher. Donc on fait du script, on fait la alerte hello et on ferme là. Voilà, on y vient un petit peu les champs. Ça n'a pas causé de problème. Donc, c'est quoi le souci? Ça va faire un problème là. Donc voilà, de temps en temps, des utilisateurs ont des hackers par exemple peuvent venir sur votre plateforme et essayer d'entrer du code HTML comme ceci dans vos champs. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de faire en sorte que ça puisse convertir ces crochets là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on insère du code HTML dans votre champ par exemple comme ceci, ça peut être fait par un hacker. Ça peut juste venir là essayer de faire planter votre plateforme. Et pendant ce plantage là, ils peuvent récolter par exemple des erreurs et plein d'autres choses. Donc je vous laisse deviner. Donc maintenant, pour essayer de rendre ça un peu plus intéressant, il y a deux méthodes ou fonctions qu'on va utiliser pour pouvoir mieux sécuriser nos données. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici. On va faire un CTRL N, on va enregistrer. On va partir dans sécurité. Donc ici, on n'a pas créé sécurité, mais sécurité. Donc voilà, on ouvre. Et à l'intérieur de ça, on met Protect. Donc SC Protect par exemple, sécurité Protect, on s'en fout. On met PHP. Donc dans ce fichier, on va essayer de créer une fonction qui va nous permettre en quelque sorte d'appliquer des fonctions à nos valeurs de champ. Donc appliquer quelques fonctions à nos valeurs de champ. Donc on va faire la function. On va mettre la SC Protect comme le nom du fichier. On va ouvrir les accolades. Voilà. Et on va passer en paramètre la $valeur. Donc, à l'intérieur de ça, on va dire que valeur est égal à quoi? HTML special chars. Voilà. Une méthode très puissante qui va nous permettre de mieux, en quelque sorte, protéger nos variables. On va mettre valeur encore égale à quoi? Égale à script. Voilà, script tag d'abord. Donc ça sont des trucs protégés. Je reviendrai dessus dans les prochaines vidéos. Donc pour le moment, retenez juste ça comme cela. On va aussi faire un script /s. Donc script. Voilà. /s. On va mettre notre valeur et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On retourne notre valeur. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'accéder premièrement à notre SC Protect. Donc on va faire comme notre require de tout à l'heure. On va venir ici, on va faire ça. Require. On va faire connexion, sécurité plutôt. Voilà, on va faire là. Maintenant, on va faire SC Protect. .php. Donc, c'est fait. Si on actualise notre page, pas d'erreur. Donc, maintenant, comment ça marche? On va juste venir appliquer juste ça ici. Encercler nos valeurs. Donc, sur les dates, on n'a pas besoin de mettre ça du tout. Voilà. Donc, on encercle nos valeurs. Donc, ici, on fait SC Protect, qui est la fonction qu'on a utilisée de l'autre côté. Donc, on referme. Donc, voilà notre SC Protect qu'on a implémenté. Donc, SC Protect ici ne renvoie pas au nom de
du fichier, mais plutôt au nom de cette fonction-ci. Donc pour ceux qui pensent que c'est le nom du fichier, c'est pas le cas. Donc on enregistre. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez que là, en fait, nos données seront mieux sécurisées. Donc si par exemple je fais ça, je fais P, voilà, j'entre par exemple le nom, on diminue les caractères pour que ça ne traverse pas, pour que ce soit toujours respecté. J'entre Léo par exemple, au prénom, j'entre ceci, voilà, j'entre une date. Maintenant mot de passe, je mets par exemple 1, 2, 3, toujours notre mot de passe. Je cherche pas l'équipe qui gagne. Là, on nous dit qu'il y a une erreur au niveau de l'email. Les 54 ou 54. Donc on descend. 54 $ email. Donc là on va. Donc là on n'a pas mis email carrément. Donc voilà, on a substitué email à sexe. Donc on corrige ça très vite et on met sexe là. Donc je pense pas que ça va déranger. Donc on met sexe là, c'est fait. On actualise. Bon, c'est bon, utilisateur inscrit. Donc on actualise ici. Voilà, vous voyez tout à l'heure on a mis des P, des crochets. Vous voyez là ce n'est plus le cas. Bon, ça permet de nous protéger. Donc là vous voyez que c'est le même prénom. Vous voyez que maintenant les crochets c'est plutôt devenu du code. Donc du code, voilà. Voilà en quelque sorte comment protéger déjà de manière minimale vos informations. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire la connexion. Donc à partir de cette page de connexion, on va pouvoir maintenant arriver directement sur notre profil et essayer de faire des choses un peu plus intéressantes. Donc là, vous voyez que le tutoriel était vraiment long. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des autres d'ombre, mettez-les en commentaire. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que le GitHub sera disponible sur GitHub, tout simplement. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.